Il n'y a pas d'âge pour découvrir sa sexualité? Oui. 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 As-tu déjà douté de ton orientation sexuelle? Oui. Non. Oui. Est-ce qu'il est possible de changer d'orientation sexuelle avec le temps? Oui. Clairement. Oui. Est-ce que tu crois que les relations amoureuses peuvent exister sans sexe? Oui. 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 Est-ce qu'on peut avoir des relations épanouies sans se connaître parfaitement soi-même? Non. À débattre. Oui. Penses-tu que la société porte encore trop de jugements sur les relations non hétéro-normées? Oui. Ouais. Oui. Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, diplômée d'une école de journalisme et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour une émission de société et d'actualité française. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ce projet de média indépendant et d'activer la cloche pour être tenu informé lors des sorties d'émissions. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez voir abordé. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui touche chacun et chacune d'entre nous. Comment savoir quelle sexualité nous convient? Avec l'influence des attentes sociales, des stéréotypes ou encore des images véhiculées par les médias, il peut être difficile de distinguer ce que l'on ressent vraiment. Alors, comment faire la différence entre ce que l'on désire profondément et ce que l'on pense devoir ressentir? Et comment avoir une sexualité épanouie et respectueuse de soi-même et des autres? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlons de l'importance de se découvrir soi-même, du consentement et du respect, mais aussi de l'évolution de nos désirs et de nos relations. Comment sait-on ce qui nous plaît? Peut-on changer avec le temps? Et comment accepter que notre sexualité, tout comme notre identité, puisse être fluide et... Pour en parler, je suis ravie d'accueillir trois invités. Tony, étudiant en médecine. Bonjour. Louise, également étudiante en médecine. Bonjour. Et Alissa, sexologue. Bonjour. Grâce à ton expertise, tu vas nous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux, à savoir quelle sexualité nous convient, mais aussi tu vas nous expliquer un peu ces notions de consentement et on va parler un peu des diverses pratiques sexuelles. Merci à vous trois d'être présents et présentes. Tony, Louise, vous avez tous les deux 21-22 ans. Vous êtes tous les deux étudiants et étudiantes en médecine. Vous avez des parcours et des orientations différentes. Tony, tu te définis comme hétérosexuel et Louise, tu te définis comme homosexuel. Tony, Louise, comment vous définissez-vous par rapport à votre sexualité? Diriez-vous que vous savez ce qui vous convient et ce que vous aimez sexuellement? C'est hyper difficile comme question. En vrai, j'aurais plutôt tendance à dire non. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas essayées et du coup, je sais pas si ça me convient ou pas. Et il y a des choses que j'ai essayées et que je sais que ça me convient pas ou je suis pas sûre encore de si ça me convient ou pas. J'ai pas essayé tant de choses extravagantes. Genre, pour l'instant, j'ai que des expériences qui sont assez classiques. Donc, Et toi, Tony? On va dire que je suis toujours ouvert à plein de choses parce que je n'ai pas envie que que ma sexualité devienne quelque chose de super machinal et super vraiment étape 1, 2 et puis après orgasme et fin de l'histoire. Tu vois, j'ai vraiment pas envie que ce soit ça, toujours à la recherche de nouvelles choses et de nouveaux plaisirs. D'un point de vue personnel, quel type de relation recherchez-vous aujourd'hui? Moi en ce moment, c'est plus j'essaie de mieux me comprendre et je suis un peu moins intéressé par les relations sérieuses actuellement, enfin, à cause de plusieurs choses, hein, la peur de s'engager peut-être des fois. Juste la peur d'être déçu aussi, ou mettre trop de pression justement sur ces relations qui sont dites sérieuses. alors moi non plus, j'ai pas l'impression de chercher des relations sérieuses en ce moment. Après, je me pose pas de limite en soi. Si avec quelqu'un ça passe bien, pourquoi pas. Avez-vous déjà eu des relations sérieuses ou plutôt des relations plus occasionnelles comme des plans cul ou des sex friends? Ouais, j'ai eu les deux, oui. J'ai pu expérimenter les deux. Ta relation sérieuse, elle a duré combien de temps, ta dernière? Non, ma dernière, elle a duré à peu près 1 an et demi. Moi, du coup, j'ai eu une relation sérieuse dans ma vie adulte, entre guillemets, qui a duré à peu près 3 mois, mais sinon, le reste, c'est plutôt des coups d'un soir ou des trucs comme ça. Alissa, par rapport à ce que viennent de dire Louise et Tony, est-ce que c'est quelque chose qui reflète l'âge aussi, ou plutôt la société dans laquelle on vit actuellement? Il y a une certaine ouverture des relations où on comprend que il y a peut-être pas une personne qui est faite pour nous toute la vie, que peut-être on nous a un peu menti, peut-être qu'on nous a un peu formaté. Donc ça, c'est effectivement en train d'évoluer. Je suis pas sûre que ce soit forcément en lien avec l'âge parce qu'on voit des
des personnes de 50 ans qui sont divorcées et qui veulent pas vivre de nouveau avec quelqu'un, mais qui pourtant veulent avoir des relations. Donc en fait, c'est plus sociétal, je pense, que en lien avec l'âge. Tony Louise, dans ces relations, est-ce que la communication et le consentement sont des éléments essentiels pour vous? Clairement. Cette notion du consentement, quand on est au début de notre vie sexuelle, et surtout quand on est un garçon hétérosexuel et qu'on a une certaine image de la sexualité, ça peut être compliqué de capter les signaux, parce que le consentement, c'est pas forcément très clair. Faut y aller pas à pas, doucement, et puis essayer de pouvoir se faire comprendre, se comprendre, nos émotions, les comprendre, et pouvoir les transmettre de manière intelligible. Et rien que ça, déjà, gros boulot. Donc, non, c'est capital. Louise, t'as acquiescé à un moment donné? Ouais, sur la communication, je suis assez d'accord. Enfin, c'est quelque chose qui est dur, mais c'est vraiment essentiel pour dire ce dont nous, on a envie. Et du coup, pouvoir profiter pleinement de la relation. Alors, en vrai, là, il y a des trucs intéressants parce que, oui, la communication, c'est un gros mot qu'on entend partout. Mais globalement, personne ne nous apprend comment communiquer. Et en fait, il n'y a pas une universalité de la communication. Et aussi, qu'est-ce qu'on communique? Est-ce qu'il faut communiquer tout ce qui nous vient à l'esprit au moment où ça nous vient à l'esprit? Est-ce qu'il faut communiquer après une réflexion? Est-ce qu'on communique quand on est sûr de quelque chose ou quand on est dans le doute? En fait, c'est plein de petites questions auxquelles on n'a pas de réponse et que ça va beaucoup dépendre du style de relation dans lequel on est et de comment nous, on se sent dans ce moment-là et comment on peut s'adapter à l'autre. Alissa, en tant que sexologue, qu'est-ce que l'on peut faire pour s'assurer que nos besoins et nos limites sont respectés tout en restant fidèle à soi-même dans une relation? Alors, rester fidèle à soi-même, ça veut tout dire et rien dire, parce que le soi-même, il est évolutif. On a le droit d'avoir des envies changeantes, des besoins changeants, sans avoir à expliquer en long, en large, en travers pourquoi à la personne en face. Donc déjà, il faut se poser la question à soi-même, de qu'est-ce qu'on veut dans la relation, quels sont mes besoins, mes envies, est-ce que j'ai envie de tester mes limites ou pas? Parce qu'il y a des gens qui, juste, ça leur va très bien de jamais tester leurs limites, parce qu'ils sont bien dans ce qu'ils connaissent et qu'ils veulent pas aller plus loin. Juste, faut faire des recherches, tester sans que ce soit trop quelque chose de grave, en fait. Qu'est-ce que c'est quelque chose de grave? En fait, la sexualité, c'est censé être un peu fun. Si on se met la pression, globalement, ça va jamais être un truc de ouf. Parce que la pression, c'est un peu l'ennemi de la sexualité épanouie. Donc, faut toujours y aller un peu avec légèreté, sans se dire que ce qu'on fait, c'est grave. On peut avoir peur aussi du jugement de l'autre et de sa réaction, non? Oui. Forcément qu'on peut avoir peur, c'est aussi pour ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. La peur de la réaction de l'autre, elle est souvent en lien avec le fait qu'on n'assume pas forcément nos envies, peut-être donc si on se dit il va me juger de fou parce que j'aime un truc chelou, pourquoi tu trouves que c'est chelou ce que t'aimes? Et une fois qu'il y aura la réponse à cette question, peut-être que tu comprendras que la personne en face, elle va pas trouver ça chelou en fait. En vrai, ça se trouve, ça se fait même un peu naturellement. Par exemple, si avec quelqu'un le feeling passe vraiment bien, on va plus oser justement dire ou assumer ce qu'on aime parce qu'on va se sentir à l'aise tout simplement. Ça aussi, ça dépend des gens. Il y a des gens qui justement sont dans des relations ultra sérieuses où ils se disent qu'ils vont passer leur vie entière avec cette personne. Et en fait, vu que cette relation, elle met une pression, et donc du coup, on va pas oser. Alors que dans des relations moins sérieuses où juste on va rencontrer quelqu'un pour s'envoyer en l'air un soir, il va y avoir moins peur de dire j'aimerais bien que tu m'attaches ce soir, parce qu'en fait, il n'y a pas de pression sociale. La personne, on va jamais la revoir. Alors que la personne avec qui on partage notre vie, c'est déjà un peu plus complexe d'assumer certaines choses. Okay. Donc en fait, ça dépend vraiment des individus, pour le coup. Vous avez acquiescé à fond quand Alissa a parlé de pas de pression? Et j'ai acquiescé parce que moi, je sais que je me mets vachement la pression et que du coup, des fois, c'est ça qui a péché dans certaines de mes relations sexuelles. Où j'ai pas réussi à prendre du plaisir, à passer un bon moment. Ouais, je me mettais la pression de il fallait que la personne passe un bon moment, il fallait que moi aussi je passe un bon moment, et du coup, en me mettant la pression pour passer un bon moment, je ne passais pas un bon moment. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a une des questions oui-non du début, je sais plus laquelle c'est, où tu demandes est-ce qu'il faut vraiment se connaître soi-même avant de pouvoir avoir une relation épanouie. La pression de fou. Genre, si tu te connais pas bien, attention, tu vas pourrir toutes tes relations. Genre, c'est affreux, je trouve, comme pression. Genre, en fait, t'as pas besoin de te connaître de long en large en travers, t'as pas besoin d'être hyper posé dans ta vie, d'avoir une santé mentale de ouf, d'avoir une santé physique de ouf pour être épanoui dans une relation, en fait. T'as besoin d'être bien sur le moment. Alors, il n'y a pas de truc magique pour pas avoir la pression, globalement. On sait que à partir du moment où on accepte
que sans doute que la première fois, ce sera jamais la meilleure de la relation, déjà. Parce qu'il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut aussi, c'est rarement la première fois où avant on a posé chaque question de est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça. Souvent, c'est des questions qui viennent après, parce que justement, il y a le stress, il y a l'angoisse qui fait que on n'arrive pas à poser les questions. Donc, il n'y a pas de magie, mais déjà dire à l'autre qui peut communiquer pendant la sexualité. Quand les bases, elles sont posées, la pression, elle est aussi moins là. Et aussi dire qu'on a la pression, en vrai, ça marche vraiment bien pour que la pression, elle s'en aille. Genre, ok, vas-y, on fait une pause, j'ai de fou la pression. Et après, on reprend. Et souvent, ça se passe mieux ensuite. Quand j'y réfléchis, on a une première fois en fait avec chaque personne avec qui on le fait en fait. C'est vrai que la vraie toute première fois, comme on appelle ça, la toute première fois qu'on expérimente la chose, c'est sûr que bon, on sait pas trop ce qu'on fait et tout. Ça peut être un peu compliqué. Ça dépend en fait surtout dans quelle modalité on fait notre première fois. Parce que moi par exemple, je l'ai pas faite dans une relation comme on dit sérieuse en fait. J'étais pas si jeune que ça. C'était il y a pas si longtemps que ça. Et puis je m'étais dit j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Et puis il faut juste trouver quelqu'un qui est dans la même optique et qui est dans le même plan en fait finalement. Puis au fur et à mesure en fait qu'on avance et qu'on a des expériences et qu'on se connaît un peu mieux, ou en fait même qu'on se connaît pas, en fait on s'en fout. C'est comme par exemple, je sais pas, tu vas te poser devant un film et tu vas passer un bon moment et tu t'es pas mis la pression de ok putain là. Des fois tu tombes sur un film, tu te poses et puis tu te poses pas de questions. Après, tu passes un bon moment, quoi, et t'es en mode, ah oui, c'est vrai, c'était bien. Des fois, il est pas ouf. Ouais. Des fois, c'était c'était un mauvais film. Alors, est-ce que c'était le film qui était mauvais? Est-ce que c'était le mood dans lequel on était qui était pas bon pour regarder le film à ce moment-là? C'est la faute à personne. Voilà, quoi. C'est ça. C'est pas lié à la personne, c'est lié au mood, c'est lié à plein de choses. Alissa, est-ce que les jeunes adultes, notamment à l'âge de 21-22 ans, donc l'âge de Tony et Louise, sont plus influencés par des idéaux sociaux concernant la sexualité? Oui, effectivement, la sexualité, elle change, elle évolue. Elle est modifiée par la société, par le temps qui passe. Après, il y a des choses qui ont changé, effectivement. Juste la notion de consentement. C'est plus la même qu'il y a 40 ans. Parce qu'à 40 ans, est-ce qu'elle existait? On ne sait pas trop. C'est ça, en fait, c'est que ça évolue plutôt vite. Il y a peu de gens qui sont vraiment au courant de ce que c'est que le consentement, de comment on le définit. Le consentement, il n'est pas que dans la sexualité, en fait. Et c'est tout le rapport à l'autre qui est en train de se modifier, et pas juste dans le rapport du consentement dans la sexualité. Ouais, c'est pour ça que je parlais d'idéaux sociaux concernant la sexualité. Parce que tu vois, dans les films, par exemple, on voit telle manière de pratiquer, quoi. Oui, il y a quelque chose de très... déjà, des relations homosexuelles dans des films, dans des grands films hollywoodiens, on n'en voit pas énormément. Donc déjà, pour avoir une représentation, une identification à autrui, quand t'es homosexuel, c'est compliqué, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Il y en a quand même un petit peu. Il y en a un petit peu, mais là aussi, c'est très stéréotypé. Ouais. C'est assez stéréotypé. Moi, le nombre de patients que j'ai où ils sont là, le sexe lesbien, ça ressemble à quoi? Parce que est-ce que c'est vraiment du sexe, par exemple? Mais en fait, il y a ce côté-là aussi. Et la représentation dans les films, dans les séries, elle est très hétéronormée. Globalement, c'est le mec, il est torse nu, la meuf, elle doit toujours avoir un drap jusque-là. Ensuite, c'est telle position. Globalement, il y a pénétration et ensuite, c'est l'extase absolue. Mais surtout dans les films, souvent, c'est la première fois et c'est toujours génial. Moi, c'est toujours un film qui me vient toujours à la tête, c'est Cendrillon. Parce que Cendrillon, c'est vraiment le prince charmant qu'on ne voit jamais tout le film, soi-disant, il doit être comme ça. Et du coup, en fait, on se crée un idéal ou une façon de voir la vie et les choses. Et en fait, c'est à nos âges, j'ai l'impression qu'on se rend compte de... en fait, c'est des conneries, ça, en fait. C'était quoi tes idéaux et maintenant, c'est quoi la réalité pour toi? Moi, j'étais très, très dans le... on connaît qu'une personne dans sa vie et après, on finit notre vie avec parce que c'est génial et tout. Et genre, c'est super simple parce que t'aimes la personne. Mais en fait, non. Non, c'est pas trop ça. Et puis, surtout, ça peut changer. Louise? C'était un peu difficile de déconstruire tout ça et tout l'imaginaire que j'avais fait dans ma tête, en fait, de rencontrer un mec, de passer sa vie avec, d'avoir des enfants, de se marier, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'idée sur le fait d'avoir des enfants. À l'époque, c'était quelque chose de très difficile pour moi de me dire que je pourrais avoir des enfants, mais ce serait jamais des enfants qui
serait la moitié de moi et la moitié de la personne que j'aime. Et du coup, c'est vrai que ça a été un grand moment de panique et de remise en question parce que tu t'es obligé de déconstruire tout ce que tu t'es imaginé, en fait. Enfin, au début de ta sexualité, du coup, est-ce que t'as tout de suite su que potentiellement il y avait quelque chose de différent chez toi, tu vois, par rapport aux autres ou à tes copines? Je pensais que j'étais hétéro pendant très longtemps. Et j'avais cette phrase de ok, être gay, c'est bien, ça me pose pas de soucis, mais genre, c'est pas moi. Enfin, c'est les autres. Ça peut arriver aux autres, mais pas à moi. Au final, je me suis rendu compte quand je suis rentrée en seconde, donc j'avais 14 ans, je me suis rendu compte que j'aimais bien les femmes. Et ça a fait sens sur toute ma vie en arrière. Enfin, en fait, j'avais déjà des comportements, des choses qui étaient évidentes, en fait, mais moi, je m'en rendais pas compte. Et t'es un peu perdu. C'est vrai que c'est cette notion de déconstruire et surtout, en fait, de te rendre compte que des fois, c'est les parents aussi, et de dire que tes parents voyaient un certain avenir pour toi. Et toi, du coup, tu t'es construit dans cet avenir-là qu'en fait, qui ne te convient pas. Ça doit être vraiment difficile, tu vois. Mais surtout que cette notion de l'avenir, tu t'étais imaginé, globalement, à 14 ans, ça vient pas de nulle part, les choses qu'on s'est imaginées, en fait. Et ce truc-là de un manque de représentation, un manque de célébrité, un manque de copains, un manque de copines auxquelles s'identifier, en fait, ça a créé ce truc de jusqu'à un certain âge, t'as pas eu la possibilité d'imaginer autre chose, en fait. Et c'est quand tu t'es rendu compte que tu avais la possibilité d'imaginer quelque chose que là, tu t'es dit, ah ouais, en fait. Donc, c'est pas juste un monde que toi, un avenir que toi, tu t'étais imaginé, c'était un avenir que la société avait imaginé pour toi, en fait, qui a été chamboulé à ce moment-là. J'aimerais vous parler d'une enquête qui a été publiée en novembre 2024. Elle s'appelle Contexte des sexualités en France. Et elle a été menée par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, maladies infectieuses émergentes. Elle a été donc conduite auprès de 31 518 personnes âgées de 15 à 89 ans. Elle révèle une diminution du nombre de rapports sexuels chez les 18-29 ans, passant de 12 par mois en 2006 à 9 aujourd'hui pour les hommes et de 11 à 8 pour les femmes. Par mois ? Ouais, en couple et non, et pas en couple. Tout est mélangé. Et justement, ma question, c'était comment vous interprétez cette tendance pour les gens en France ? On a appris plus ce que c'était que le consentement. Peut-être aussi, il y a un effet. Genre, il y a peut-être moins de rapports sexuels non consentis. Tout simplement, on est dans une société qui est de plus en plus digitalisée. Donc, en fait, la pratique sexuelle, elle a évolué. On peut pratiquer le sexe en visio, en FaceTime, il y a aussi tout ça. Justement, les questions qui sont posées, c'est quoi ? Est-ce qu'ils définissent le rapport sexuel ? Voilà. Est-ce que c'est un rapport sexuel avec pénétration ? Est-ce que c'est un rapport sexuel à distance ? En fait, comment ils définissent la notion de rapport sexuel ? Ces dernières années, les pratiques sexuelles évoluent. Rapport sexuel ne veut pas dire pénétration. Et il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Ils posent effectivement toutes ces questions sur comment tu pratiques ta vie, comment tu pratiques le sexe. Ça peut être à l'oral, ça peut être à distance, ça peut être... se masturber devant un film porno, tu vois, il y a toutes ces questions-là. Donc, il y a une forme de digitalisation, tu vois, de la sexualité. Ouais. Mais aussi, on est dans une société où on vient de vivre une pandémie, donc on est un peu plus renfermé, un peu plus individualiste. Donc, les gens sont moins en couple chez les 18-29 ans. C'est que les normes, elles ont changé, du coup. Après, c'est peut-être aussi après, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression quand même que le terme, par exemple, préliminaire, il disparaît un peu. Oui, parce qu'en fait, préliminaire, ça veut dire avant pénétration, du coup. Et si on apprend que le sexe n'est pas que la pénétration, alors en fait, faire du touche-pipi, c'est du sexe. Et en plus, c'est super paradoxal parce que, par exemple... si deux personnes qui ont un rapport en fait et n'ont pas forcément de pénétration, souvent il va être dit que oui, on n'est pas allé jusqu'au bout. Par contre, si une personne en couple du coup fait preuve dans une relation exclusive, fait preuve d'infidélité et ne va pas jusqu'au bout, ça sera quand même considéré comme de la tromperie. Ça dépend encore. Ça dépend du contrat relationnel entre les individus. On met la limite là où on veut bien la mettre. Globalement, c'est vrai que moi, mes patients, quand je leur demande de me raconter leur premier rapport, c'est pas la première fois qu'il y a eu une masturbation mutuelle, c'est pas la première fois. En fait, il y a encore énormément de choses à bouger là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment que s'il n'y a pas pénétration, effectivement, on n'est pas allé jusqu'au bout. On
on a lâché l'affaire avant, quoi. Ça me fait penser à un truc, mais en fait, j'ai un ami, lui, il était pas du tout à l'aise avec tout ce qui était film X, où il s'était jamais masturbé en fait avant en fait sa première fois. Et je trouvais ça super intéressant en fait cette manière de découvrir en fait la sexualité où en fait on sait pas trop ce qu'on fait, on sait juste qu'on en a envie et on n'a pas de construction dans notre tête et du coup en fait ça nous laisse beaucoup plus libre dans notre manière de pratiquer. On n'est pas vierge de représentation quand même si on n'a pas vu de film porno. Ensuite, de ce truc de attendre pour la masturbation. Moi, j'invite tous mes patients à se masturber. La masturbation, c'était grave tabou avant, mais pas le genre. On parlait facilement de la première fois, de faire l'amour, machin, mais pas de la masturbation. C'est moins tabou chez les hommes que ça l'est chez les femmes, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, c'est pas rare d'avoir des garçons qui parlent dans le groupe de potes du fait de se masturber. C'est beaucoup plus rare chez les jeunes femmes. Ça aussi, ça évolue. Effectivement, les jeunes femmes se masturbent de plus en plus. Mais en fait, c'est quelle place à la masturbation? Genre juste dire aux gens, masturbez-vous, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi se masturber, quel est l'objectif, comment se masturber. Alors, pareil, on va pas non plus donner des cours. Mais pourquoi se masturber alors? Pourquoi se masturber? C'est qu'il y a plein de raisons différentes de se masturber. Se masturber, ça apprend à se connaître, ça apprend à connaître un peu ses limites, ça apprend à avoir du coup éventuellement moins peur pendant un rapport avec quelqu'un. Mais c'est aussi un anti-stress phénoménal, c'est un bon moyen de dormir. Il y a plein de raisons différentes. C'est se réapproprier son corps éventuellement après un trauma. Ensuite, il y a la question de comment on fait. Alors, je ne vais pas vous faire un schéma. Par contre, c'est la question effectivement de la pornographie qui prend beaucoup de place dans la masturbation aujourd'hui chez les personnes. Quelle pornographie regarder? Comment le regarder? Est-ce qu'on est capable d'avoir un recul sur ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a d'autres pornographies que les vidéos qu'on trouve? Il y a de la pornographie en littérature, en BD, en audio. En fait, il y a énormément de choses différentes. Donc, on se cantonne à la vidéo parce que c'est ce qui est le plus facilement accessible, c'est ce qu'on connaît tous. Donc voilà, mais en fait, il y a plein de choses différentes. Et pour le coup, une consommation excessive de porno a un vrai impact sur l'estime de soi, sur la santé sexuelle, sur la capacité à avoir une érection, sur plein de choses, en fait. Donc, au niveau cérébral, ils ont trouvé des anomalies, en fait, qui sont sensiblement les mêmes que les comportements addictifs. Oui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand... par exemple, quand on est incapable de... je vais prendre le cas de quelqu'un qui a un pénis, mais quand on est incapable d'avoir une érection avant d'ouvrir le porno et avant de regarder le porno, c'est un problème. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que le corps il sait faire tout seul, normalement, et on ne devrait pas avoir besoin d'une excitation visuelle pour être capable de se masturber. Mais en même temps, on a la même chose chez les personnes qui ont des vagins. On est de plus en plus habitué à une stimulation clitoridienne via la vibration, qui en fait est un problème parce que ça amène une désensibilisation de la zone clitoridienne qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir d'orgasme sans stimulation clitoridienne via la vibration. Après, est-ce que l'orgasme est forcément obligatoire? Non, l'orgasme est loin d'être obligatoire. Par contre, quand on a envie d'y arriver et qu'on n'y arrive pas, c'est... il faut rééduquer, il faut apprendre, sauf que reprendre les doigts quand ça fait 10 ans qu'on est à la vibration, c'est compliqué. Enfin, plein de petites choses comme ça, en fait, on entend peu parler et qui sont des réalités pour pas mal de gens. Alors, je reprends juste sur l'enquête parce qu'elle révèle une évolution dans la sexualité des jeunes adultes, 18-29 ans, avec une diminution du nombre de rapports sexuels, mais la satisfaction augmente. Pourquoi, selon vous, cette tendance se dessine-t-elle? Est-ce que c'est une recherche de qualité plutôt que de quantité? Est-ce que la qualité va forcément avec la diminution de la quantité? Je ne suis pas certaine, mais oui, il y a sans doute quelque chose qui se passe, je ne pourrais pas expliquer exactement quoi. Je pense aussi que c'est moins tabou, du coup c'est plus facile de savoir ce que t'aimes ou pas, et donc c'est plus facile de trouver avec quelqu'un ce que t'aimes. Peut-être, ouais. C'est intéressant parce que je suis assez ouvert pour tout ce qui est pratique, par exemple prostatique, tu vois, ou par exemple j'ai déjà été impliqué dans du sexe de groupe. Et je sais par exemple que à partir de 4, qu'il y a un autre homme, ça me dérangera pas et ça pourra même me faire plaisir. Et c'est pas pour autant que je vais me dire que c'est bon, ça veut dire que je suis
Oui, Je sais pas. en fait, déjà, il y a une vraie différence entre la pratique de l'homosexualité et le fait d'être homosexuel. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a une pratique homosexuelle qu'on est homosexuel. Et c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on n'a pas le droit d'avoir une pratique hétéro. En fait, c'est pas un cadre fixe qui ne bouge jamais. Et pour les gens qui ont besoin de cette catégorisation et de ce cadre, c'est très bien qu'il existe, mais il faut aussi que les gens que ça angoisse, Ou qui n'en ont peut-être ou qui n'en ont simplement pas envie. besoin, ou qui n'en ont pas envie, en fait, puissent aussi juste se dire, je vis ma sexualité, je vis mon genre, je vis mon orientation sexuelle comme j'en ai bien envie sur le moment. Et au pire, j'ai pas de catégorie, c'est pas grave. Ouais, moi, c'était grave une pression de rentrer dans une catégorie. La question, ça a toujours été est-ce que je suis bi ou est-ce que je suis lesbienne? Voilà, très gros questionnement. Et pendant longtemps, vraiment, ça m'a... C'était une question identitaire nécessaire au fait que tu te sentes bien. Ouais, ça m'a vraiment bloqué, ça m'a fait beaucoup de mal et je m'inquiétais. C'était vraiment une vraie inquiétude. C'était c'était quelque chose qui pouvait me déclencher une crise d'angoisse, quoi. Est-ce que c'était vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres? Est-ce que c'est que tu voulais savoir, toi, dans quelle catégorie t'étais, ou est-ce que tu voulais pouvoir dire aux gens, genre, parce que souvent, il y a la question de t'es juste lesbienne ou t'es bi, genre, dis-moi, quoi. Et en fait, c'était dans ce sens-là où c'était stressant? Ouais, c'était plutôt vis-à-vis des autres. En fait, je savais pas comment... quand c'est souvent une question, je sais pas si c'est... J'ai l'impression qu'avec nos âges, c'est quelque chose qu'on demande beaucoup. Ouais, t'aimes les meufs, ouais, machin. Et c'était... Je savais pas quoi répondre. Je savais pas... En fait, j'avais l'impression que si je disais que j'étais bi, c'était pas en accord avec moi-même, et que si je disais que j'étais lesbienne, c'était pas non plus en accord avec moi-même. Et j'avais grave cette pression de devoir me définir pour rentrer dans des cases pour les autres. C'est vrai qu'effectivement, on vit dans une société où on veut mettre les gens dans des cases et ne pas rentrer dans une case, surtout quand on est jeune et quand on est à notre période de construction, c'est hyper difficile à vivre. Cette question de catégorisation, elle est bien plus grande que juste la question de l'orientation sexuelle, que juste, en fait, elle définit un peu la manière dont fonctionne notre société. Et oui, ça peut être une contrainte, une entrave pour certains, ça peut être une libération et un facilitateur pour d'autres. Moi, c'est plus ça. Le fait qu'il y ait des catégories qui aident les gens, pas de souci. Par contre, comment on fait quand il n'y a pas la catégorie qu'il faut. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, Tony et Louise, avec des pratiques plus inhabituelles, comme le bondage, les jeux de rôle ou d'autres formes de sexualité? Ou vous préférez des pratiques dites, entre guillemets, classiques? Non, j'aime bien tout ce qui va être bandage ou par exemple, pas des jeux de rôle, mais du coup des mises en situation un peu. Ça se fait très naturellement. C'est pas quelque chose qui est en mode bon, allez, conf call, là, faut qu'on fasse le scénario 4, tu vois, non. Mais c'est vrai que j'aime bien un peu sortir un peu des chemins un peu traditionnels. Mais c'est vrai que des fois, quand même, en fait, ça va vraiment dépendre de l'état d'esprit, en fait, ou de l'ambiance, en fait. Des fois, il y a des ambiances qui vont être propices pour justement être un peu plus violent, un peu plus se bander, ou même des ambiances où on va être très très doux, tu vois, et ça dépend vraiment du mood, quoi. Tu parlais de groupe aussi tout à l'heure. Ouais. C'était plus plan 3 auquel je pensais, ouais. C'est encore plus compliqué à 3 que à 2. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que le mood fit avec 3 personnes et pas que 2. Non, moi, je trouve que c'est plus facile à 3, mais je sais pas. Je trouve que ça me met moins la pression quand on est plusieurs. Au pire, si toi, tu n'y arrives pas, il y a quelqu'un d'autre. Au pire, je sais pas, il y a plein d'idées. C'est plus facile de parler, d'être à l'aise, je trouve, quand on est plusieurs que à 2. Plus on est de fous. Plus on rit. Qu'est-ce que tu as à dire sur ces 2 témoignages qui ne sont pas du tout identiques? Encore une fois, c'est que ça dépend beaucoup des individus. Ça dépend aussi des relations que les personnes entretiennent dans la relation à plusieurs. Parce que s'il y a un couple plus une troisième personne, c'est pas du tout la même chose que s'il y a 3 personnes qui se connaissent mais qui sont pas liées amoureusement.
Est-ce que c'est la première fois qu'ils le font? Est-ce que c'est pas la première fois qu'ils le font? Ça dépend à quel point ils ont communiqué. Et en fait, ce côté de déstress, en fait, j'imagine que du coup, vous n'avez pas du tout la même vision de la sexualité en fait de base. Peut-être t'es plus angoissé dans la sexualité initialement, peut-être parce que peut-être moins d'expérience ou une relation personnelle à ton corps qui est différente. Enfin, plein de choses en fait, et du coup avoir ce truc de mais si jamais j'y arrive pas, c'est bon, qui est pas du tout la même vision en fait. Tony, ouais. Donc c'est très, je trouve que ça veut dire quelque chose de comment vous vous sentez en fait. Alissa, quels types de sexualités sont possibles et est-ce qu'il existe des pratiques qu'on ne connaît pas forcément mais qui sont tout aussi épanouissantes? C'est considéré classique, c'est donc du coup je vais utiliser des mots avec lesquels je suis pas d'accord, mais c'est la relation hétérosexuelle avec préliminaire, pénétration, jouissance de l'homme, peut-être jouissance de la femme et fin du rapport. La pénétration, enfin la relation sexuelle classique, c'est celle-ci. Et en fait, il y a des normes dans toutes les orientations sexuelles qui sont des variantes, des variantes de la relation hétéronormée classique, en fait. Chez les homosexuels, il y a deux hommes qui couchent ensemble, aussi, en fait, ils vont avoir préliminaire, pénétration, jouissance, fin. Donc, j'imagine que quand tu parles de relations sexuelles classiques entre lesbiennes, il y a de la masturbation mutuelle, du sexe oral éventuellement, et un orgasme ou pas d'un côté de l'autre, et c'est terminé. Ouais. J'imagine que, parce que du coup, c'est une déviation, enfin, c'est quelque chose qui est en lien avec la relation hétéronormée classique. Il y a deux limites en soi, c'est la créativité et les lois. En France, les lois sur la sexualité, elles ne sont pas... elles n'incitent pas à une sexualité, par contre, elles prohibent des sexualités. C'est pas la même chose. Ok. Donc, on a interdiction de la zoophilie, on a interdiction de la nécrophilie, on a interdiction de la pédophilie. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Tu l'avais pas encore dit. Donc, en fait, il y a des interdictions, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, déjà, c'est une chose. Ensuite, globalement, il y a plein de sexualités différentes selon les fantasmatiques. L'idée, c'est de trouver quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui ça peut matcher d'un point de vue fantasmatique et en tout cas, qui sont adaptables. En fait, une pratique n'est pas épanouissante par essence. Le BDSM ne va pas épanouir qui que ce soit si c'est pas un truc qui kiffe, quoi. Alors, BDSM, c'est bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme. Genre, en fait, ça va juste dépendre de ce que la personne, elle kiffe. Donc oui, il y a plein de choses qui sont sans doute épanouissantes auxquelles personne n'a pensé. Mais voilà. Il y a autant de sexualité que d'êtres humains, de toute façon. Oui, sans doute, en fait. En fait, on a sa représentation de la sexualité, on a sa fantasmatique. Alors, quand on décide d'avoir une sexualité à deux ou à plus, il faut que ce soit des mondes qui se rencontrent, qui s'adaptent, qui se mêlent l'un à l'autre et on voit ce que ça donne, quoi. Tony, Louise, est-ce que vous avez déjà expérimenté ou envisagé d'expérimenter des pratiques spécifiques comme l'échangisme, les jeux de rôle? Donc, tu as déjà un peu répondu à la question tout à l'heure, Tony, le voyeurisme ou le BDSM, ou réaliser encore même des fantasmes spécifiques? En vrai, oui, il y a forcément, je pense... Enfin, on a toujours des fantasmes et voilà, mais après, je sais pas si c'est forcément des choses que j'ai envie de réaliser. Je sais pas comment dire, mais il y a des trucs dont j'ai envie comme ça, mais je suis pas sûre que j'en ai envie avec quelqu'un. J'en ai envie dans ma tête, et c'est sympa dans ma tête, mais je pense pas que j'aimerais bien en vrai. Donc, que ça reste de l'ordre du fantasme, justement. Ouais. Parce qu'en fait, on décide pas nos fantasmes. Et c'est ça tout le truc, c'est que on décide pas ce qui nous plaît, par contre, on peut décider de nos comportements. Et des fois, ce qui nous plaît va à l'encontre de nos valeurs profondes. Et du coup, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se masturber en pensant à ce qui nous fait kiffer. Mais par contre, ça veut dire que peut-être le réaliser dans la vie, dans la vraie vie, en fait, ça irait tellement à l'encontre de nos valeurs qu'on serait pas à l'aise, qu'on serait pas bien et que peut-être après, on le regretterait. J'avais justement cette question-là. Comment peut-on explorer ces pratiques de manière respectueuse, bienveillante, en s'assurant que tout le monde est bien dans cette situation et en s'assurant qu'il n'y ait pas un penchant la communication, hein. On y revient encore et toujours, c'est ça. Hein. Alors déjà, c'est que ça dépend aussi dans quel contexte est la personne. Est-ce que la personne, elle est en couple? Est-ce que la personne, elle est célibataire? Est-ce qu'elle va essayer des choses toute seule ou avec des personnes qu'elle connaît pas? En fait, c'est qu'il y a énormément de choses différentes. L'important, c'est de toujours pouvoir être en sécurité.
Si on a envie d'aller dans une boîte échangiste toute seule parce que c'est un truc qui nous ferait kiffer, qu'on est célibataire et qu'on a envie d'y aller toute seule, il faut se renseigner sur est-ce que la boîte échangiste, elle est bien? Est-ce que le club, il est safe? Est-ce que, par exemple, dire à une copine où on va le soir, c'est peut-être pas déconnant? En fait, faut faire attention à soi, attention aux autres, partir du principe que ce qu'on veut n'est pas forcément ce que veut l'autre. Et aussi, partir du principe qu'on a le droit à l'erreur. L'enquête dont j'arrête pas de parler depuis le début de l'émission, elle met aussi en évidence une baisse de l'utilisation des préservatifs et contraceptifs lors du premier rapport sexuel, après avoir atteint des niveaux élevés dans les années 90. C'est en lien déjà avec le fait que le sida fasse vachement moins peur qu'avant. Il n'y a pas que le sida. Bien sûr, mais avant, ce qui faisait qu'il y avait une grosse utilisation des préservatifs, c'était la peur du sida. Oui. Parce que le sida, on l'avait, on en mourait, c'était fini. C'est moins le cas aujourd'hui, ça reste une maladie vraiment pas ouf. Moi, je suis persuadée que quand on fait de la prévention, on ne doit pas juste dire faut mettre un préservatif, c'est hyper important. Par contre, il faut expliquer ok, t'es dans un contexte où là, ça se chauffe un peu. Quand est-ce que tu sors le préservatif? Dans quel contexte tu peux te dire? Et quelle est la phrase que tu utilises aussi, en fait? Il faut mettre les gens en contexte. Parce que oui, on sait qu'on sort un préservatif, mais quand on est dedans, qu'en fait, il y a la gêne qui se rajoute, que c'est une situation dans laquelle on n'a jamais été, vu que c'est notre première fois, et ben, quand est-ce que tu sais que tu dis, putain, il est où le préservatif? Il est où le préservatif? Tu sais pas, parce que t'as peur de casser l'ambiance, t'as peur de casser le naturel de la situation, alors qu'il n'y a rien de naturel dans une première fois, tout le monde est stressé, tout le monde est... Et en fait, faut expliquer aux jeunes que, bah, du coup, tu l'as sur toi, le préservatif, ok. Est-ce que, par exemple, au moment où vous commencez à vous déshabiller, peut-être que là, vous pouvez dire, j'ai un préservatif dans mon sac, au moins t'es au courant. En fait, d'avoir une contextualisation de la situation pour pouvoir dire aux gens, n'oubliez pas de le faire, c'est important. Louise, Tony, comment vous sentez-vous par rapport à la liberté d'être vous-même dans vos relations? Et est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos envies, vos besoins, vos limites avec vos partenaires sans avoir peur d'être jugé? Moi, globalement, oui, mais après, c'est pas tellement lié à ma sexualité, en fait, c'est lié à ma vie en général. J'étais pas mal de fois amené à voyager tout seul, par exemple. Je pense que ça a été l'une des choses qui m'a fait plus prendre confiance en moi. La première année aussi. En médecine? Ouais, la première année, c'est quand même... On sort du lycée, on est directement dans la fac, en plus on doit travailler, on doit mettre entre gros guillemets, hein, une année de notre vie entre parenthèses. Je mets des gros guillemets dessus parce que moi je trouve que je l'ai plutôt bien vécu. Et se rendre compte qu'on est capable de faire des choses et que c'est pas grave si on échoue, bah, du coup ça va se transmettre du coup dans notre sexualité. Donc ouais, je dirais que y a pas de problème, quoi. Et toi, Louise? Bah justement, moi, je me sens libre dans ma vie en général, mais par rapport à ma sexualité, c'est plus compliqué. Je ressens une grosse pression d'être jugée, voilà. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que, bah, par exemple, j'ai jamais couché plusieurs fois avec la même personne. Et du coup, je pense que c'est aussi quelque chose... c'est une relation qui se construit, et la communication. Et du coup, forcément, que bah, la première fois, t'es pas forcément hyper à l'aise ou quoi. Et du coup... c'est avec le temps, en fait, que ça vient. Ouais, t'as pas le temps d'avoir l'échange, en fait, avec cette personne-là, ou le feedback, en fait, où tu vas te dire, ah, peut-être que ça, elle a pas aimé, et ça va rester dans ta tête. Et tu parlais de jugement, mais de qui? Du coup, d'extérieur, de la personne avec qui t'es, de toi avec toi-même? De la personne avec qui je suis. Ça, surtout que c'est un peu idiot, des fois, parce que bah, c'est quelqu'un que je vais pas forcément revoir ou quoi, mais juste, je sais pas, j'ai très peur de ça. En fait, à partir du moment où on considère la sexualité comme étant un échange, qu'on apporte quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un nous apporte quelque chose, et qu'en plus on a ce truc de j'espère qu'elle va passer un bon moment, oui, on a la pression. Alors effectivement, avoir un feedback, c'est vachement compliqué quand on couche qu'une seule fois avec quelqu'un. C'est pas impossible non plus, et c'est aussi possible de discuter avant, du coup, d'avoir un échange rapide quand on voit que ça va commencer à être un peu plus sexuel, de créer un moment d'intimité où on stoppe et ok, est-ce que t'aimes ça? Oui, c'est ça, un petit brainstorming de c'est quoi nos deux univers, en fait. Ouais. Alors c'est quelque chose, c'est facile à dire, c'est hyper compliqué à mettre en place, hein. Je suis pas, c'est pas magique, hein. Des fois, il faut juste poser la question et c'est après, ça part. Et en fait, faut pas avoir peur non plus de dire ok, je vais te poser une question gênante. En fait, admettre les émotions et le sentiment qu'on a sur le moment aide souvent à dédramatiser la situation et lui dire putain, je suis hyper gênée, mais en fait, je veux qu'on passe
toutes les deux un bon moment. Du coup, ce serait cool que tu me dises que tu kiffes et je te dise que je kiffe et on voit si on s'en sort. Ouais, avoir l'humilité de savoir qu'on n'est pas omniscient, omnipotent et qu'en fait, on sait pas tout et que des fois, on a besoin d'aide pour être un bon coup. Exactement, je suis totalement d'accord avec ça. Après, on a trop parlé des complexes aussi, mais ça peut être compliqué quand on a des complexes. Oui. Et puis aussi, surtout aussi enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça, mais le plaisir de voir l'autre prendre du plaisir. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça qui lead mes relations sexuelles. En fait, comme tu vas chercher à lui donner du plaisir pour toi, que ça te fasse du bien, parce que si ça te fera pas du bien, dans tous les cas, en fait, ça se passera bien, quoi. Ça dépend, parce que dans une relation hétérosexuelle, les femmes, globalement, savent que l'homme attend d'elles d'avoir du plaisir. Et du coup, il y a une pression qui est possible aussi de ce côté-là. Genre, pourquoi les femmes simulent ? Elles simulent non pas pour elles, mais pour la personne avec qui elles sont. Donc, en fait, s'il y a cette pression-là de « Putain, il va falloir que tu jouisses parce que j'ai besoin pour mon propre plaisir que tu jouisses », et en fait, ça met une pression de fou à la personne en face. Se dire aussi « C'est forcément sympa parce que moi, pour prendre du plaisir, la personne en face doit prendre du plaisir », ça peut avoir un petit effet pervers. Ouais, ok. Voilà. Alissa, il y a beaucoup de personnes qui passent par des phases de doute et de questionnement. Comment peut-on apprendre à se libérer de cette honte, entre guillemets, ou des attentes imposées par la société ou qu'on croit que la société nous impose pour se concentrer vraiment sur ce qu'on recherche dans une relation, dans notre sexualité Je pense que ça peut être intéressant de décortiquer ce qui fait qu'on aime quelque chose. J'ai des patientes qui kiffent être attachées, par exemple, mais c'est contre leurs valeurs féministes. Alors bon, ça c'est un grand débat. C'est pas contre des valeurs féministes de kiffer être attaché, mais il faut questionner sur, ok, pourquoi vous aimez être attaché ? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est la pression du lien ? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir à réfléchir sur la suite ? Est-ce que c'est au final... En fait, qu'est-ce qui fait kiffer ? Et c'est tous ces petits trucs qui, je pense, sont importants de décortiquer. Pourquoi je kiffe ça ? Ou alors, pourquoi je ne kiffe pas du tout Et en fait, moi, je trouve que c'est là c'est vers ça qu'il faut aller. Pour tout le monde, pour conclure, est-ce que la sexualité est quelque chose de facile à vivre ou y a-t-il encore des tabous à déconstruire ? Il y a carrément des tabous encore, beaucoup. Après, je pense que c'est plus facile à vivre que ça ne l'a été et ça, je trouve que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a encore, on peut encore faire du progrès. Je suis totalement d'accord avec Louise. C'est vrai, on peut encore bien progresser sur pas mal de sujets. On va pas s'étaler sur ces sujets-là aujourd'hui, mais oui, globalement, c'est un peu la même chose. On a encore beaucoup de questions à se poser, en fait. Avant même de se dire qu'il faut des réponses aux questions, c'est aussi qu'on a encore plein de questions qu'on n'a pas explorées. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, pour résumer, il n'y a pas d'âge pour découvrir qui on est et notre sexualité. Ce qui ressort de cette discussion, c'est que la sexualité est avant tout une question de respect, d'écoute et de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Il n'existe pas de norme unique et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité. Ce qui compte, c'est de se donner la liberté de découvrir ce qui nous convient, sans pression, sans honte et en étant toujours respectueux et respectueuse de ses propres limites et de celles des autres. Alors peut-être que la véritable question n'est pas de savoir comment répondre aux attentes extérieures ou aux stéréotypes, mais plutôt comment s'autoriser à vivre une sexualité qui nous ressemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de sujets en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap. Microcanap est également présent sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort toutes les 2 semaines le jeudi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!